Donc, je remercie évidemment Parkinson Québec de m'avoir invité là, pour cette présentation. Moi, je travaille dans mon quotidien, c'est pas la recherche, c'est vraiment la clinique. La recherche est à côté. Et donc, je vois des patients qui ont des symptômes non moteurs et j'ai la chance d'avoir une équipe interdisciplinaire là, qui m'aide dans cette prise en charge-là. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour la présentation. Mais j'ai été conférencière subventionnée par AbbVie à quelques reprises. Alors, je vous avais présenté des petites vignettes là, dans l'abstract pour la présentation actuelle. Alors, mon conjoint tousse quand il prend ses pilules. Ma femme est tout étourdie quand elle se lève. Mon mari bouge, crie la nuit, m'a même frappée. Ma femme oublie de me faire les messages au téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des symptômes moteurs, ce sont ce qu'on appelle des symptômes non moteurs, mais qui font vraiment partie intrinsèque de la maladie de Parkinson. Alors là, on va voir en quoi ça consiste, les symptômes non moteurs, comment est-ce qu'on peut les prendre en charge et quel est le rôle d'une équipe interdisciplinaire en regard des symptômes non moteurs. Donc, en fait, les symptômes non moteurs, curieusement, ça fait très, très longtemps que c'est connu. Même Parkinson, dans son essai, il y a 201 ans maintenant, avait parlé, à part évidemment les manifestations motrices, de problèmes comme des problèmes de sommeil, des problèmes de mémoire, puis des problèmes, entre autres, de constipation. Il avait noté ça. Après ça, il y a eu comme une espèce de grand vide, là, dans le sens qu'on n'a pas fait grand-chose pour en termes de recherche, puis en termes de prise en charge pour ces symptômes-là, parce qu'on s'était surtout consacré aux symptômes moteurs, évidemment. Alors, l'intérêt actuellement date à peu près d'une vingtaine d'années, mais là, on voit qu'il y a une progression importante. Alors ça, c'est une diapositive qui est un peu rébarbative, là, mais c'est une des classifications des symptômes non moteurs. Et c'est juste pour vous montrer, dans le fond, en quoi ça consiste. Alors, vous avez ce qu'on appelle des problèmes dysautonomiques. Ça veut dire, par exemple, on transpire beaucoup. Il y a des gens qui peuvent avoir des chutes de pression. Ça, on va en parler, c'est important. Les symptômes urinaires, des problèmes de dysfonction sexuelle. Ensuite, il y a beaucoup de problèmes qui concernent le système digestif, comme de la dysphagie, de la difficulté à avaler, de l'hypersalivation, de la constipation. Et on a des symptômes qu'on classifie comme neuropsychiatriques, donc la dépression, l'anxiété, les atteintes cognitives, parfois des hallucinations, ce qu'on appelle le trouble du contrôle des impulsions, on va en parler un petit peu plus tard, et un problème particulier de sommeil qu'on appelle le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Un beau grand mot, là, mais on va voir en quoi ça consiste. Et dans le divers, il y a toutes sortes de choses. Il y a de la fatigue qui est très prévalente, des problèmes sensoriels, comme le fait d'avoir moins d'odorat, des problèmes visuels, de la douleur. Alors, où est-ce que ça s'inscrit dans la maladie de Parkinson? Normalement, quand on parle des phases de la maladie de Parkinson, il y a le diagnostic, la phase du diagnostic. Et évidemment, ça se base surtout sur des symptômes moteurs. Après ça, le médecin, le neurologue a prescrit des médicaments, ça va mieux. Il y a ce qu'on appelle la phase de la lune de miel. Après, il y a souvent des complications motrices qui vont apparaître, de la dyskinésie, ce qu'on appelle des OFF, et en même temps, les symptômes non moteurs. Et bon, finalement, il y a une phase avancée où est-ce que les symptômes sont plus difficiles à contrôler, puis il y a plus de perte d'autonomie. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une phase prémotrice où est-ce qu'on a aussi des symptômes non moteurs, et ces symptômes-là, finalement, sont comme pas des précurseurs de la maladie, puis on va voir pourquoi c'est important. Alors, c'est important, les symptômes non moteurs, premièrement parce qu'à peu près tout le monde va en avoir, intensité variable, par exemple, selon les patients, et souvent beaucoup. C'est ça le problème. Il y en a souvent beaucoup, jusqu'à 7 symptômes non moteurs. Et ça survient 5 à 10 ans après 5 à 10 ans d'évolution, mais comme je disais tout à l'heure, des fois, on en a même avant les symptômes moteurs.
Et en fait, c'est la présence de plusieurs symptômes non moteurs qui constituent un fardeau. Ce n'est pas un problème pris individuellement, là, souvent ça se gère mieux, mais c'est souvent le fait qu'il y en a beaucoup qui fait que ça constitue vraiment un fardeau, à la fois pour les patients puis évidemment pour les aidants. On sait aussi que les symptômes non moteurs sont sous-rapportés et mésinterprétés par les patients. Parce que, évidemment, ce n'est pas évident pour un patient qui a une maladie de Parkinson de savoir que son problème de sommeil est en lien avec le Parkinson, que son problème urinaire est en lien avec son Parkinson. Alors, c'est pour ça que c'est souvent aussi sous-diagnostiqué par les professionnels de la santé. Et il faut évidemment prendre des initiatives pour aller chercher ces symptômes-là. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une maladie prémotrice. Alors, dans la maladie prémotrice, les symptômes non moteurs, il y en a plusieurs quand même. L'odorat, la perte de l'odorat. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Excusez. Il y a à peu près 80% des gens qui présentent ça, qui n'ont pas encore de symptômes moteurs, mais qui vont évoluer vers ce qu'on appelle une synucléopathie. La maladie de Parkinson, ça fait partie de ça. Alors, des gens qui ont de la constipation, des gens qui ont des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de la douleur. Mais évidemment, ce n'est pas évident de dire que si vous avez un problème d'odorat ou que vous êtes constipé, que dans 4-5 ans, vous risquez d'avoir une maladie de Parkinson. C'est pas très... je veux dire, il y a tellement de gens qui ont de la constipation, des problèmes de sommeil. C'est pas tout le monde, évidemment, qui évolue vers le Parkinson. Par contre, le trouble du comportement en sommeil paradoxal dont on va parler tout à l'heure, lui, est beaucoup plus spécifique et ça pourrait être comme un prédicteur sur lequel on pourrait se baser pour éventuellement développer des traitements neuroprotecteurs. Alors ça, c'est important, avant même que les symptômes moteurs apparaissent. Alors, comment est-ce que le médecin, le neurologue, le médecin de famille, peut faire pour aller chercher cette information-là? Il y a toutes sortes de questionnaires qui existent, qui ne sont pas pratiques dans la vie de tous les jours. C'est des questionnaires qu'on utilise surtout en recherche. Ce qui est important, c'est qu'il faut questionner, évidemment, la personne qui est en face de nous. Il faut le faire de façon systématique. Il faut que votre neurologue, il faut que le médecin de famille questionne. Et si ce n'est pas fait, il faut en parler avec son médecin. Il faut prendre l'initiative. Et vous avez un document qu'on appelle le Guide des symptômes non moteurs reliés à la maladie de Parkinson et qui est conçu pour les patients. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire une prise en charge des symptômes non moteurs? Les médecins, en fait, on utilise souvent ce qu'on appelle des données probantes. Des données probantes, là, ça veut dire que le traitement, que ce soit un médicament, que ce soit une intervention, a été prouvé efficace chez une clientèle particulière comme les gens qui ont la maladie de Parkinson. Alors ça, on aime beaucoup ça parce que ça nous permet de dire avec confiance, bien, si vous prenez ce traitement-là ou cette intervention-là, ça va vous aider. Mais souvent, malheureusement, on n'a pas de données probantes pour tous les problèmes qui sont liés à la maladie de Parkinson, puis en particulier les symptômes non moteurs. Alors souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des traitements qui ont été prouvés efficaces chez d'autres populations, comme tout simplement des gens plus âgés, parce que l'incontinence urinaire, par exemple, ça ne se trouve pas uniquement, évidemment, chez les Parkinsoniens, ça se trouve souvent chez des clientèles plus âgées. Puis, il y a ce qu'on appelle le off-label. En fait, le off-label, ça, c'est qu'on étire un petit peu la sauce, là, dans le sens qu'on va utiliser un médicament qui n'a pas été conçu pour une raison en particulier, mais on sait que ça va marcher. Puis, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. C'est rare qu'on utilise ça, par exemple. Alors là, on va voir quels sont les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, puis comment est-ce qu'on peut aider pour ça. L'hypotension orthostatique, ça, c'est les chutes de pression. Ça touche quand même pas mal de gens, 30 à 40 %. Qu'est-ce qui se passe? Alors,
quand on se lève, là, normalement, notre pression, il y a des petits barreaux récepteurs sur nos vaisseaux qui contrôlent ça puis qui empêchent le sang de tomber, si je peux dire, là, de tomber dans nos pieds trop rapidement et d'être étourdi. Dans la maladie de Parkinson, le mécanisme est trop lent chez certains patients et à ce moment-là, c'est comme s'il manquait de circulation au cerveau. Donc, la tête tourne quand on se lève. Des fois, on voit des points noirs. On peut sentir faible. Des fois, il y en a qui sont comme absents, là, comme s'ils étaient un peu déconnectés. Là. Et ça peut aller jusqu'à une perte de conscience puis des chutes. Alors ça, c'est quand même important. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ça? La première chose à faire, avant de commencer à faire toutes sortes de manœuvres, là, c'est de faire le ménage dans les médicaments. Parce que souvent, les patients ont un certain âge, ils ont été hypertendus avant, par exemple, un diagnostic de maladie de Parkinson. Ils prennent des médicaments pour leur pression ou ils prennent d'autres médicaments qui ont tendance à faire diminuer la pression. Alors, il faut faire le ménage de tout ça. En fait, c'est bien mieux de cesser de diminuer des médicaments avant d'en prescrire. Il y a des recommandations aussi. Alors, de faire des transferts sécuritaires, c'est-à-dire de prendre notre temps. De faire des exercices là, de pompage au niveau des pieds là, puis au niveau des mains pour activer la circulation avant de se lever. De bien boire, ça c'est important. D'utiliser des bas de sport, ce n'est pas toujours pratique, honnêtement, là, parce que pour que ça soit efficace, il faut que ça soit pratiquement jusqu'à la taille. Alors, c'est très difficile à mettre. Alors, il y a relativement peu de gens qui endurent ça. Élever la tête du lit, ça c'est important aussi, à peu près 6-9 pouces. Éviter les gros repas. Quand on prend des gros repas, ce qui se passe, c'est qu'on a comme des vasodilatations qu'on appelle au niveau de notre estomac et ça crée un pool veineux, ce qui fait que le sang se ramasse là et ça peut favoriser les chutes de pression. Donc, il faut faire attention à ça. Puis c'est la même chose pour les hydrates de carbone qui ont tendance à augmenter ce mécanisme-là. Un moyen qui est très efficace quand les gens sont étourdis et qui veulent remonter rapidement leur pression, c'est de boire rapidement 2 tasses d'eau. Alors, il ne faut pas s'étouffer non plus, là, mais en tout cas, on boit le plus rapidement possible 2 tasses d'eau. Et ça permet d'élever la pression d'à peu près 10 mm, puis des fois, c'est suffisant pour contrôler les symptômes. Mais ça, c'est un peu comme une situation en cas d'urgence. Quand on ne peut pas s'asseoir, quand on ne peut pas se coucher à ce moment-là, on se met en petite boule à terre là, de manière à éviter, à contrôler finalement la chute si jamais là, ça devait arriver. Il y a des médicaments, ça je vais simplement les nommer. Il y a des médicaments qui existent pour l'hypotension orthostatique. Alors, il y a la fludrocortisone, qui est un médicament qui ressemble à de la cortisone. Il y a des effets secondaires. L'amidodrine, qui est c'est comme un contraire d'hypotenseur. La dompéridone, le mestinon. Alors, tout ça, ce sont des médicaments, il y en a d'autres qu'on peut utiliser quand toutes les autres manœuvres avant n'ont pas fonctionné ou quand c'est vraiment trop majeur, l'hypotension orthostatique. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas venir les patients, évidemment, toutes les semaines pour ajuster les médicaments. Alors, je leur demande de s'acheter un appareil à pression, de prendre leur tension artérielle et je les appelle. Et puis, à ce moment-là, on peut faire des ajustements dans les conseils puis la médication. Alors, dans les symptômes urinaires, il y a une prévalence aussi qui est importante. Et puis, les symptômes, en fait, c'est surtout l'urgence. L'urgence, ça veut dire il faut se dépêcher pour aller aux toilettes, puis si on ne s'est pas suffisamment dépêché, on peut même avoir de l'incontinence urinaire. La nicturie, c'est se lever souvent la nuit. Se lever une fois, à la limite 2 fois, bon, tu sais, c'est normal passer un certain âge, mais se lever 4-5 fois, ça vient vraiment précariser la qualité du sommeil. Alors, ce sont des symptômes qui sont en lien avec le Parkinson également. Et pour les hommes, étant donné que les hommes ont des prostates, c'est important de faire la distinction entre les symptômes qui sont liés à la prostate
et les symptômes qui sont liés au Parkinson, qui sont plus à ce moment-là de l'ordre de ce qu'on appelle une hyperactivité vésicale, c'est-à-dire que c'est comme si la vessie se contractait puis on est pressé là, pour aller faire pipi. Si je dis que c'est important, c'est que ça ne se traite pas de la même façon. Il faut traiter la prostate avant de traiter la vessie à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Souvent, ce qui est recommandé, c'est de faire, j'aime pas la traduction française, alors je vous ai mis en anglais le prompt voiding. En fait, c'est d'aller aux toilettes à heure fixe. C'est-à-dire, c'est au lieu d'attendre à dernière minute, là, c'est d'y aller comme aux 2 heures ou aux 3 heures, avant même d'avoir une grosse envie. Alors comme ça, on vide notre vessie, puis on a moins d'accidents. Les exercices de Kegel, ça, c'est toujours utile, même si ce n'est pas une incontinence d'effort, parce que ça permet de renforcer le plancher pelvien. Puis, évidemment, d'essayer de limiter un petit peu les liquides en soirée, parce que nos reins fonctionnent beaucoup, là, surtout passé 65 ans, les reins fonctionnent beaucoup pendant la nuit. Puis, à ce moment-là, il y a beaucoup d'urine qui se ramasse dans la vessie. Il y a des médicaments. Alors, il y a des médicaments comme la solifénacine, qu'on appelle le nom commercial, c'est du Vésicare. Il y a la phésothérodine, qui est un médicament qui est intéressant dans le sens qu'il y a moins d'effets sur le plan cognitif. C'est du Toviaz. Et le Mirabegron, qui est un nouveau médicament qui est de plus en plus utilisé, qui a l'avantage de ne pas avoir les mêmes effets secondaires que l'autre classe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'effet sur la mémoire, puis il n'y a pas d'effet non plus en termes de constipation ou de sécheresse de bouche. Alors, aussi pour la nuit, parce que des fois, on n'a pas le temps là, de se lever, il y a toutes sortes d'adaptations qui peuvent être utilisées. Il y a des chaises d'aisance urinales, des condoms urinaires, puis évidemment, on peut utiliser des pads. Alors, pour les dysfonctions sexuelles, c'est le Cialis qui a été cliniquement prouvé efficace. Maintenant, pour les symptômes digestifs. Alors, la constipation est très fréquente. Et en fait, pour la constipation, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne hydratation, faire les choses de base, là, que n'importe qui, normalement, doit faire. Bien s'hydrater, faire un peu d'exercice, prendre du jus de pruneau ou des pruneaux, ça aide. Il y a cependant eu au début de l'année, en 2019, là, un update sur la prise en charge des symptômes non moteurs et les probiotiques ont été prouvés efficaces pour la constipation. Le problème avec ça, c'est que dans l'article, on ne spécifiait pas quel probiotique ça prenait. Là. Il n'y avait pas la recette, mais les probiotiques sont considérés comme pouvant aider pour la constipation. L'autre produit qui est efficace aussi, c'est le Macrogol, qui est du Laxodé ou du Restoralax. Là, vous pouvez acheter ça sans prescription à la pharmacie. Pour les problèmes de nausée, la domperidone. Pour la salive, quand il y a trop de salive, ce qui est le plus efficace, c'est ce qu'on appelle les injections de Botox qui se font au niveau des glandes parotides. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir en termes d'accessibilité. Parfois, il y a des contre-indications. Et c'est des amis pour la vie, là, dans le sens que c'est des injections à tous les 3-4 mois, parce qu'à partir du moment où on arrête les injections, le problème reprend. Alors, on peut utiliser d'autres choses là, comme de l'Atrevent ou de l'atropine quand on ne peut pas utiliser le Botox. La dysphagie, je sais que vous allez avoir une présentation spécifiquement là-dessus. Alors, ça, c'est vraiment un trouble de déglutition. Puis je rappelle que c'est vraiment très important. Puis la manifestation, ce n'est pas forcément de s'étouffer. La manifestation, c'est de tousser avec des liquides ou même sa salive et ou les solides. Alors, on peut avoir des problèmes de déglutition avec à peu près toutes les textures, là. Et souvent, les gens vont avoir aussi une voix mouillée. Ils vont se plaindre de difficultés à avaler et ça peut aller jusqu'à l'étouffement.
Et l'effet pervers de ça, c'est quand il y a un petit morceau d'aliment qui va dans les poumons, bien là, ça peut faire ce qu'on appelle une pneumonie d'aspiration. Alors, c'est important, ce n'est pas tout le monde qui souffre de ça, mais c'est quand même important de consulter quand on a ce problème-là. Et à ce moment-là, il faut vraiment que le patient soit référé à une équipe spécialisée, là, avec, en général, c'est des équipes multinutritionnistes, orthophonistes, là, ergothérapeutes. L'hypophonie, ça ne fait pas vraiment partie des symptômes non moteurs, mais c'est quand même important au niveau de la communication. Alors, moi, je pose toujours la question, évidemment, aux patients. Il y a toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir. Là, l'intensité plus basse, les gens, on fait répéter parce qu'on ne comprend pas. La voix est plus monotone. Des fois, il y a même de la difficulté au niveau de l'articulation. Il y a un blocage, des fois des mots, ça ne sort pas, ou difficulté à trouver les mots. Encore là, c'est important de référer à un orthophoniste pour l'évaluation puis des traitements, puis il y a des moyens de compenser là, les problèmes d'hypophonie. La dépression, c'est un... malheureusement, la dépression fait partie des symptômes prémoteurs, mais va toucher presque 50% là, des gens. Puis c'est normal. Souvent, il y a deux pics. Là. Il y a un pic là, au moment du diagnostic, puis un pic un petit peu plus tard quand il y a un peu plus de problèmes au niveau de l'autonomie. On rapporte qu'il y a à peu près 25% des patients qui vont, à un moment donné, dans leur vie, avoir à prendre un antidépresseur. Bon, il y a plusieurs neurotransmetteurs impliqués. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des facteurs, par exemple, des fois qui sont confondants pour le diagnostic. Alors, c'est important de le préciser, qu'est-ce qui se passe, parce que parfois, le patient il peut être simplement fatigué ou avoir des atteintes au niveau de sa mémoire, puis des fois, c'est confondu là, avec de la dépression. Alors, le traitement, la prise en charge, on sait que la thérapie cognitivo-comportementale peut aider. Hein? On n'est pas obligé de sauter sur les pilules. Ça peut aider de voir, mais encore faut-il pouvoir avoir accès à un psychothérapeute. Les groupes de support, très, très importants. Puis, pour ce qui est des médicaments, quand on doit aller là, on sait que à peu près tous les antidépresseurs peuvent faire la job, si je peux dire, mais ils ne sont pas tous utilisants parce qu'il y en a beaucoup qui ont des effets secondaires. Alors, il faut faire attention avec ce qu'on utilise. Puis, la plupart du temps, maintenant, on va utiliser des médicaments qu'on appelle des ISRS, qui sont des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine. Et c'est souvent ça maintenant qui est prescrit là, pour n'importe quelle, que ce soit une dépression chez une personne sans maladie de Parkinson ou avec maladie de Parkinson. Alors, ça demeure des très bons choix parce que c'est des médicaments qui ont relativement des effets secondaires qui sont plus tolérables, si je peux dire. Il y a une chose qui est importante, c'est que les gens qui prennent du Mirapex, du Pramipexole, s'il y a un sevrage de ce médicament-là, ça peut déclencher ou découvrir plutôt une dépression. Alors, il faut faire attention de surveiller l'humeur chez les gens chez qui on doit retirer le Pramipexole. L'apathie, en fait, c'est différent de la fatigue, c'est différent de la somnolence. C'est le fait de manquer d'intérêt, de manquer de gaz, là, si je peux dire. Alors, ça touche quand même souvent, ça va être une plainte importante. Ça touche à peu près 30% des patients parkinsoniens. C'est important de différencier ça, évidemment, pour le médecin, des autres problèmes. Et puis, il y a plusieurs, encore là, neurotransmetteurs là, qui sont en jeu. Alors, en fait, le traitement de l'apathie, c'est vraiment ce qui est le plus efficace, c'est des activités stimulantes. C'est mettre la personne dans l'action là, de quelque manière que ce soit. Puis, il y a aussi des médicaments qui peuvent aider. Entre autres, le méthylphénidate, qui est du Ritalin, qu'on utilise chez les enfants, on peut l'utiliser chez les patients qui souffrent d'apathie. Là, on va parler des troubles de mémoire. Les troubles de mémoire touchent à peu près 30% des patients. Et les recommandations pour les troubles de mémoire, c'est très important de faire des exercices
cognitif, mais aussi surtout physique. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que des exercices physiques, ça n'aidait pas juste pour l'équilibre, la force musculaire, l'endurance, ça aide aussi pour la cognition, la mémoire, l'attention, la concentration. Il faut évidemment traiter, quand il y a des facteurs de risque, il faut les traiter parce que ça peut contribuer, ça peut empirer finalement là, les problèmes cognitifs. Et il faut, évidemment, si la personne est déprimée, anxieuse, bien, il faut traiter ces conditions-là parce que si on est déprimé puis si on est anxieux, on peut avoir des problèmes cognitifs, là, mais qui sont à mettre sur le compte de notre dépression ou de notre anxiété. Alors, il y a souvent des différentes étapes là, qui doivent être faites, une bonne évaluation de base. Il faut expliquer ce qui se passe. Il faut envisager là, de s'assurer que tous nos papiers soient faits, le testament, procuration, mandat en cas d'inaptitude. Il faut faire de l'exercice physique et il y a des adaptations qui peuvent être utilisées et il y a des médicaments qui peuvent être utilisés pour les problèmes de mémoire. Alors, ces médicaments-là, je fais juste vous les nommer. Là, vous avez ce qu'on appelle de la rivastigmine, qui se met en timbre, comme une patch, là. Et vous avez également le donépézil et la galantamine. Alors, c'est des médicaments qu'on va utiliser quand on en a besoin, c'est-à-dire quand il y a suffisamment de problèmes pour que ça ait des répercussions sur l'autonomie et la qualité de vie de la personne. Les hallucinations, ça peut être épeurant, mais j'en parle parce que ça se traite relativement facilement, puis il ne faut pas laisser flamber ça. Puis souvent, les gens ne penseront pas à en parler. Ce n'est pas de la folie, là, c'est vraiment en lien avec la maladie et c'est aussi en lien comme effet secondaire de certains médicaments. Alors, c'est d'autant plus important de le mentionner à son médecin si jamais ça arrivait. Ce n'est pas toujours des hallucinations majeures. Là, souvent, c'est plus une sensation de présence, une illusion, avoir l'impression là, de voir quelqu'un qui passe à côté de nous, de voir des petits insectes là, à terre. Mais des fois, ça peut être anxiogène. Les gens conservent, par exemple, de l'autocritique par rapport à ça. Ils se disent, ben non, c'est pas normal, là, ça doit être, mes pilules, ça doit être ma maladie. Là, ils ont une autocritique par rapport à ça. Mais des fois, ça va plus loin. Ça prend beaucoup de place et ça devient inquiétant. Moi, j'ai des patients qui ont appelé la police, le 911, là, parce qu'il y avait bien du monde dans la maison. Alors, évidemment, ça génère beaucoup d'anxiété et il faut prendre ça en charge. Le Capgras, ça, c'est spécial. Je veux juste vous dire ce que c'est de prendre son conjoint ou sa conjointe pour quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des gens que ça leur adonne, ça leur fait plaisir, là, mais c'est bien tannant pour le conjoint, je peux vous dire ça. Alors, donc, c'est important d'en parler avec son médecin. Souvent, ça commence tout doucement. Puis quand on prend ça en partant, là, ça se gère très bien. Il faut expliquer qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi ça arrive. Et évidemment, le médecin doit faire un bilan, mais pour s'assurer là, qu'il n'y a pas une infection urinaire ou autre chose là, qui pourrait favoriser ça. Puis, en fait, c'est souvent le ménage des médicaments, certains médicaments qui peuvent aider là, pour essayer de mettre le couvercle sur la marmite des hallucinations. Et quand ça ne fonctionne pas, il y a des médicaments qui peuvent être utilisés, comme la quétiapine ou la clozapine. Le trouble du contrôle des impulsions, j'avais glissé un mot là-dessus, là, ça fait partie des symptômes neuropsychiatriques. Ce n'est pas quelque chose de si fréquent que ça, mais ça arrive spécifiquement chez des gens qui ont pris ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, là, comme le Mirapex, le Pramipexole. Alors, ce que ça fait, c'est que ça provoque des comportements compulsifs, comme de l'hypersexualité, des achats compulsifs, du gambling.
Il y a des gens qui ont perdu leur maison, perdu leur retraite là, avec ça, jusqu'à temps qu'on réalise que c'est en lien avec ce médicament-là. Alors, il y a eu des poursuites qui ont été faites là, mais vis-à-vis de la compagnie qui fabriquait ces médicaments-là. Maintenant, on en prescrit encore, sauf qu'il faut vraiment s'assurer d'un suivi là, très, 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 très pointu, très, très serré pour éviter, évidemment, pour pouvoir dépister si jamais cet effet secondaire-là arrive. Alors, quand ça arrive, ben, le seul moyen de gérer ça, c'est de baisser puis de cesser la médication. Donc, le pramipexole, ou il y a d'autres médicaments là, dans la même catégorie. Dans les problèmes de sommeil, en fait, souvent, c'est lié à plusieurs choses, les problèmes de sommeil. Il y en a qui dorment trop le jour, alors ils ont comme une inversion du cycle du sommeil. Des fois, ils ont de la douleur. Alors, le fait d'ajuster les médicaments, ça permet d'aider à éviter la douleur puis éviter des éveils secondaires à des douleurs, par exemple, aux membres inférieurs pendant la nuit. Si vous vous levez 5 fois par nuit pour aller faire pipi, si on peut traiter ça, ça aide beaucoup. Quand on est déprimé, ben on dort plus. Alors, c'est important de traiter la dépression. Et sinon, il y a des conseils d'hygiène de vie là, de base, là, évidemment, là, d'avoir une routine avant de se coucher, d'éviter là, les stimulants, etc. Là, des bons conseils qui doivent s'appliquer à tout le monde. Il y a des médicaments qui sont intéressant, dont la mélatonine qui a été prouvée efficace pour les problèmes de sommeil. Vous n'avez pas besoin d'avoir de prescription pour ça. Vous pouvez aller voir le pharmacien on sait que ça aide, là, 3 à 6 mg. Ça ne donne pas grand-chose d'aller plus loin que ça. Moi, je dis souvent aux patients, essayez-le, prenez du 3 pendant 2 semaines, puis si ça ne marche pas, vous passez à 6, puis si ça ne marche pas, bien, laissez faire. Je voudrais que c'est 50-50 là, en termes de résultats, mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil sans avoir des effets secondaires. Il y a ce qu'on appelle des benzos à courte action, là, comme de l'Ativan ou du clonazepam. La trazodone, qui est un antidépresseur, qui n'est pas bon comme antidépresseur, mais qui est bon pour dormir. Puis la rotigotine, ça fait partie des médicaments dont je parlais tout à l'heure, comme le Mirapex, mais c'est une patch. Alors, c'est du Neupro, là, le nom commercial. Puis, c'est pas que ça fait dormir comme tel, c'est juste que comme ça permet un contrôle des symptômes moteurs et d'éviter de la douleur, probablement que ça peut être bénéfique là, pour aider à dormir. Alors, tout à l'heure, on a parlé du trouble du comportement en sommeil paradoxal, un beau grand mot, là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que normalement, le sommeil, il y a plusieurs phases, puis il y a ce qu'on appelle la phase REM, qui est le Rapid Eye Movement. C'est la phase des rêves. C'est le moment où est-ce qu'on rêve, où on a des cauchemars. Normalement, quand on n'a pas le Parkinson, on n'est pas paralysé, mais on est très, je veux dire, on ne bouge pas. Il y a juste les yeux qui bougent. Les gens qui ont la maladie de Parkinson, ils ont un problème au niveau de l'architecture de leur sommeil et à ce moment-là, ils n'auront pas l'espèce d'hypotonie ou de paralysie là, normale. Eux autres, ils vont acter. Alors, ils vont bouger, ils peuvent frapper les conjoints, ils peuvent tomber à terre, ils peuvent se blesser. Moi, j'ai des patients là, qui se sont ramassés avec des points de suture sur le front parce qu'ils s'étaient frappés avec leur montre ou frappés les conjoints. Alors, c'est un problème là, qui est en fait beaucoup plus souvent pour le conjoint que le patient, parce que le patient, des fois, il ne s'en aperçoit pas. Puis, ça n'altère pas non plus la qualité du sommeil comme tel, ou très peu. Alors, c'est le conjoint qui dit, ben là, tu m'as frappé, ou il crie, ou bon. Puis, ce qui est drôle, c'est que souvent, les gens, ils s'en aperçoivent. J'ai le couple devant moi, là, puis la femme, elle dit, mais tu sais, le monsieur dit à la femme, mais tu m'avais jamais dit ça, tu sais, que je parlais ou que je criais ou que je t'ai frappé pendant la nuit. Là, il l'apprenait à ce moment-là. Alors, bon, il y a différentes, évidemment, stratégies. Là. Ce qui est important, c'est de sécuriser l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est de s'organiser pour mettre, finalement, par exemple, de tasser les tables de chevet, de les rapprocher, de les coller ou de les tasser complètement, ou de les enlever, parce que moi, j'ai des patients qui se sont blessés
en s'accrochant sur la table de chevet, en tombant. Alors, il faut faire attention à ça. Des fois, on peut mettre des coussins entre les conjoints, là, ou des têtes d'oreiller ou des traversins, ce qui permet d'éviter finalement là, de mettre une certaine distance. Là. Il y a aussi, parfois, quand on prend des antidépresseurs, normalement, c'est important, mais il faut toujours revoir l'indication des médicaments qu'on prescrit parce que les antidépresseurs, des fois, augmentent ce problème de sommeil-là. Il y a aussi des médicaments, la mélatonine dont je parlais tout à l'heure, et un médicament là, qui est le clonazepam qui aide pour ça. L'autre possibilité, c'est de faire chambre à part. Ça règle les choses de façon pas mal définitive. Alors, la douleur... la douleur, en fait, on va y aller de façon assez rapide. Évidemment, les patients parkinsoniens, ils vont souffrir de douleurs comme n'importe quel autre patient âgé qui fait de l'arthrose. Et puis, bon. Donc, on peut avoir des douleurs musculo-squelettiques. On peut avoir de la dystonie. Ça, c'est comme des espèces de crampes. Ça arrive souvent en fin de dose de médicaments. On peut avoir des douleurs neuropathiques. Et il y a quelque chose d'un peu particulier là, qui est mal défini, d'ailleurs, ce qu'on appelle des douleurs centrales, qui sont des espèces de brûlements à l'hémicorps qui est davantage concerné dans le Parkinson et on définit mal. Mais c'est vraiment décrit comme des brûlements, une tension, un inconfort. Et il y a ce qu'on appelle l'acathysie. Ça, c'est comme une espèce d'urgence de bouger là, continuellement. Alors, ça finit par être souffrant. Alors, les traitements, donc on a évidemment, les traitements doivent se faire selon la cause qu'on a identifiée. La physiothérapie, on a des médicaments comme les médicaments classiques, le Tylenol, les anti-inflammatoires, des médicaments comme du Lyrica, la duloxétine, c'est un antidépresseur spécifique pour aider contre la douleur, les opiacés. Et on sait que le timbre et les chirurgies, comme le duodopa puis la stimulation cérébrale profonde, à cause du fait que le traitement n'est pas sous forme de pulsion, là, mais est en continu, ça pourrait aider pour la douleur. Parce que souvent, la douleur, elle est pire en fin de dose, quand on commence à manquer de lévodopa. Pour moi, l'activité physique, là, c'est très important que ce soit pour... en fait, c'est considéré comme probablement le traitement le plus neuroprotecteur, celui qui nous permet là, de faire en sorte qu'on va contrôler le mieux possible nos symptômes de Parkinson. Et on sait qu'il y a énormément de bénéfices avec l'exercice, que ce soit de l'exercice cardio ou que ce soit d'autres types d'exercices, selon la capacité là, des individus. Alors, c'est la prévention, évidemment cardiovasculaire, l'ostéoporose, l'amélioration des fonctions cognitives, comme je disais tout à l'heure. Ça aide pour la dépression, ça aide pour le sommeil, la constipation, ça diminue la fatigue, etc. Donc, il y a énormément de bénéfices. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on sait que le duodopa, qui est une administration en continu du médicament de la lévodopa-carbidopa, au lieu de le prendre en comprimé, c'est sous forme de gel qui va directement dans l'estomac. Ça peut aider aussi pour en particulier la douleur. La même chose pour la stimulation cérébrale profonde. Vous savez, les électrodes, là, je sais qu'il y a une présentation là-dessus par un docteur Fournier-Gosselin. Alors, ça aurait des effets bénéfiques au niveau du sommeil, de l'anxiété, de la douleur, de la fatigue. Alors, je vais finir avec ça. Le rôle de l'équipe multidisciplinaire, en fait, l'équipe multidisciplinaire, là, c'est souvent composé de tout ce monde-là, mais on peut en rajouter. Ou la diminuer, ça dépend évidemment des finances des institutions. Là. Normalement, on sait que l'équipe inter est très importante pour ce qui est de l'aspect moteur de la maladie. En physiothérapie, on va faire des programmes d'exercice.
On va aider à corriger la posture, les aides techniques, etc. Ma collègue Paola va présenter là-dessus demain. En ergothérapie, c'est important parce que il y a de l'enseignement qui doit se faire pour des techniques de transfert, la réalisation sécuritaire de nos activités, des aides techniques, etc. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les symptômes non moteurs? C'est très important parce que moi, il y a des problèmes comme la dysphagie, l'hypophonie, c'est pas moi qui vais traiter ça, là. Et l'équipe inter est absolument essentielle pour prendre en charge beaucoup de symptômes non moteurs. L'infirmière va faire de l'enseignement, elle va faire le suivi des interventions, la référence à des ressources communautaires. La physiothérapeute peut aider c'est juste des exemples, là, pour l'hypotension orthostatique, pour la douleur. L'ergothérapie peut aider là, pour les atteintes cognitives, avoir des systèmes de rappel de médicaments, l'évaluation de la conduite automobile. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'orthophoniste, la nutritionniste, la perte de poids, la dysphagie, la constipation, l'horaire des médicaments en fonction de l'alimentation pour que ça soit plus efficace. Le travailleur social, évidemment, ça va être les difficultés liées à l'emploi, les accès aux programmes d'aide, le support psychosocial, alors tout ce qui est au niveau de l'humeur. Et aussi, les psychologues peuvent évidemment adresser les troubles de l'humeur. Alors, des fois, on se demande comment est-ce qu'on peut avoir accès à ça. Alors, souvent, on peut avoir accès à ça via les unités en troubles du mouvement qui ont, certaines unités ont des équipes multidédiées, mais aussi, il y a votre neurologue, votre médecin de famille qui peut vous référer à des ressources spécialisées en réadaptation, comme des hôpitaux de jour, où il y a des centres de réadaptation qui ont vraiment conçu des programmes en neurologie, là, dont les gens avec une maladie de Parkinson. Alors, finalement, bon, ça a l'air un petit peu dramatique là, quand je parle de ça puis que je défile ça à toute vitesse, là, mais c'est important quand même de reconnaître que les symptômes non moteurs, ça fait partie, c'est ça qui fait partie de l'atteinte de la qualité de vie là, si on n'en prend pas soin. Alors, c'est important. Leur fardeau altère la qualité de vie. C'est important de consulter, pas se dire, ben là, il n'y a rien à faire, c'est normal, c'est parce que je vieillis. Non, c'est pas normal, c'est pas lié au vieillissement normal non plus. Puis on sait que la prise en charge, c'est pas compliqué et ça peut améliorer la qualité de vie et à mieux vieillir là, avec la maladie de Parkinson. Les crampes nocturnes, ça peut être en lien avec ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. À ce moment-là, ça prend des médicaments spécifiques pour aider à ces symptômes-là. Ces médicaments-là, ça fait partie de la classe de ce qu'on appelle les antiépileptiques. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est comme ça. C'est en particulier là, ce qu'on appelle le Neurontin ou le Lyrica. Ça aide pour les syndromes des jambes sans repos. Par contre, si on a des crampes ou de la dystonie qui est liée à un manque de dopamine, à ce moment-là, puis si on peut en avoir le jour aussi, mais souvent c'est la nuit parce que la nuit, on prend pas, la plupart du temps, on ne prend pas de médicaments. À ce moment-là, ce qui aide, c'est soit de prendre des médicaments comme les pilules jaunes, l'évocarbidopa la nuit, ou de prendre une forme prolongée au coucher, mais ça a ses limites parce que ce n'est pas si prolongé que ça. Les médicaments comme, quand on peut le prendre, là, comme les patchs de ce qu'on appelle de rotigotine, ça peut aider parce que ça permet d'éviter finalement ce qu'on appelle, on appelle ça des fluctuations non motrices, c'est-à-dire que c'est en raison du manque de dopamine que là, il va avoir une dystonie puis il va avoir une crampe au niveau des jambes. Mais c'est très important au moins de l'essayer. Ça permet presque de faire un test diagnostique. Là. Quand on a des crampes au niveau des jambes, de le rapporter à son médecin, puis d'essayer de prendre une cinémètre, là, par exemple, ou une pilule lévocarbidopa, les pilules pour le Parkinson, écrasée avec
Bon, la nuit, c'est peut-être moins évident là, de prendre ça avec un 7-Up, là, mais en tout cas, quand on peut prendre ça avec quelque chose de pétillant, ça fonctionne plus rapidement et ça aide beaucoup à ce moment-là. Mais il faut savoir, finalement, là, de quoi dépend la crampe, là. On change les terminologies. On n'appelle plus ça démence maintenant. On appelle ça des troubles neurocognitifs. Alors, vous avez des troubles neurocognitifs mineurs, légers, en fait mineurs, puis les troubles neurocognitifs majeurs. Alors ça, ce sont des atteintes au niveau des fonctions cognitives qui sont particulières aux gens qui ont la maladie de Parkinson, qui arrivent le plus en fin de maladie. Le profil est différent de ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer. Par contre, ça se traite, ça a l'air drôle à dire, mais ça se traite de la même façon, c'est-à-dire avec les mêmes médicaments. Et en général, on commence à traiter quand les gens ont des répercussions sur leur autonomie fonctionnelle. Si c'est juste une plainte, bon, j'ai plus de mémoire, j'ai de la misère à me rappeler des noms, puis en fait, là, la personne continue à fonctionner très bien, prend ses médicaments régulièrement, fait ses activités, n'a pas besoin de rappel, est capable de s'organiser. À ce moment-là, on n'a pas besoin de traiter. Là, on peut avoir parfois juste une plainte que notre mémoire est moins bonne. Mais à partir du moment où il y a des répercussions sur l'autonomie, à ce moment-là, il y a des tests qui doivent être faits. Et puis, on peut, outre de faire de l'exercice, de faire de la stimulation cognitive, on peut prescrire des médicaments. Si ça affecte la cognition, puis que vous avez déjà une cognition qui est un petit peu fragile, puis vous prenez ça, ça n'aide pas, là. Il y a eu des études qui ont... En fait, les études sont très petites là, chez les patients avec le cannabis. Là, c'est genre 18 patients, 20 patients. On ne va pas très loin avec ça. Ou des études en ligne, répondre sur un questionnaire en ligne. Alors, ce n'est pas des études qui sont très bien structurées. Donc, il faut... Et malgré ça, là, il y avait des patients qui rapportaient beaucoup d'hallucinations en prenant du cannabis. Alors, tu sais, il faut faire attention. Par contre, ce qui va être éventuellement intéressant, c'est ce qu'on appelle le CBD, là, qui est, si on peut avoir des dosages et puis éventuellement là, une posologie, puis avoir des études qui ont du sens pour savoir quoi prescrire puis quels sont les effets secondaires. Ça serait un cannabis qui pourrait aider pour l'anxiété, pour la douleur, mais c'est de façon un peu non spécifique parce qu'on l'utilise déjà dans d'autres conditions, puis ça fait du bien, là, en sclérose en plaques, ou ça fait du bien aux gens parce que ça les détend, ça aide pour la douleur, bon, ça aide à dormir. Mais là, actuellement, je sais qu'il y a une neurologue, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est, qui a reçu une subvention de Parkinson Canada, justement pour faire une étude avec le CBD et la douleur chez les patients parkinsoniens. Alors ça peut être intéressant, puis ça va nous donner... Moi, je ne suis pas contre ça, là, honnêtement. C'est juste que, tu sais, tant qu'on ne saura pas exactement qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les avantages, c'est comment on prescrit ça, c'est quoi les effets secondaires, pour qui, les contre-indications, tu sais, on ne peut pas vraiment le recommander, là, présentement.